Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara s'est rendu hier dimanche à Freetown en Sierra Leone pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures à l'invitation de son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Cette visite va renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Hier après-midi a eu lieu la cérémonie de clôture des 8e Jeux de la francophonie au village Akouaba, des Jeux à l'INJS à Marcory, et c'était une cérémonie en couleur. Et puis le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier dimanche que 755 diplomates américains devraient quitter la Russie conformément à la décision de Moscou de réduire à 455 les effectifs du personnel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Russie, et les États-Unis réfléchissent à la réplique. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, est à Freetown, en Sierra Leone, pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures à l'invitation de son homologue sierra-léonais, Ernest Bai Koroma. Cette visite va renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. À son arrivée, le chef de l'État ivoirien a été reçu à dîner par le président sierra-léonais. Envoyé spécial pour RTI 1, Jérôme Kofi Abolin. Un dîner à l'honneur du président Alassane Ouattara dans le cadre de sa visite de travail et d'amitié en Sierra Leone. C'est tout naturellement le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma qui l'offre au chef de l'État ivoirien pour avoir accepté son invitation. 2 heures d'horloge pour ce repas qui, outre la présence des deux chefs d'État, enregistre celle de plusieurs autres invités, visiblement heureux de se retrouver là. Un moment d'intense convivialité, peut-on dire, ce qui confère à cette soirée son caractère de véritable fête. L'orchestre présent pour la circonstance ne se contente pas seulement de chanter, il réussit à faire danser certains mélomanes. Par ailleurs, le toast porté par la suite ne manque pas de créer de l'émotion quand tous les convives, comme un seul homme, se mettent debout pour lever chacun son verre. Et l'on comprend aisément qu'au-delà de l'honneur fait au président ivoirien Alassane Ouattara à travers ce dîner, c'est la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone qui est célébrée à Freetown. Jérôme Kofi Abolin, ouvrons le chapitre des 8e Jeux de la francophonie. Lors de ces 8e Jeux de la francophonie, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le prix de la paix. De l'Organisation internationale des régions francophones, ce trophée dédié à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Les politiques africains a davantage encouragé l'initiative francophone parce que aussi c'est au plus haut niveau que cela peut se faire. Ah oui, si les plus hautes autorités de l'État ne sont pas impliquées, ne sont pas partantes, rien ne se fera. Hier après-midi a eu lieu la cérémonie de clôture des 8e Jeux de la francophonie au village Akouaba des Jeux à l'INJS à Marcory. Une cérémonie en couleur durant laquelle le Canada a officiellement reçu le drapeau faisant de ce pays le prochain organisateur des 9e Jeux de la francophonie. Traoré Mahama, Viviane Aïma. C'est par un défilé des 53 pays participants qu'a débuté la cérémonie de clôture des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Des athlètes émus comme pour signifier le succès de ces Jeux en terre ivoirienne. Un succès que l'Organisation internationale de la francophonie n'avait pas de mots assez forts pour qualifier. La Côte d'Ivoire voulait offrir à la jeunesse francophone des Jeux de référence qui soient à la fois festifs et populaires. Elle a réussi pleinement son pari. Les Jeux d'Abidjan, sans hésitation, sans le moindre doute, ont battu tous les records de qualificatifs. Par le nombre de délégations, par le nombre de jeunes participants, par le nombre de journalistes accrédités, par la qualité de son organisation, de ses infrastructures, de son splendide et majestueux village Akouaba, au cœur de la ville d'Abidjan. Et par-delà tout, par de la qualité de son accueil, si naturel, si doux, si fraternel, si chaleureux et si humain. Ce que la Côte d'Ivoire nous a offert a dépassé de loin toutes nos espérances. Cheville ouvrière de ces Jeux mémorables, le ministre Robert Begré-Mambé a fait une entrée dans la pure tradition à Tchan. Il n'a pas manqué d'adresser
Une mention spéciale au président de la République Alassane Ouattara, grand artisan du succès de ces 8e Jeux de la francophonie en terre ivoirienne. Au nom du comité d'organisation, j'exprime ma respectueuse gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République, qui a consenti d'énormes sacrifices financiers pour exprimer toute son affection à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse francophone. La vraie force et l'identité réelle de la francophonie, c'est qu'elle est la synthèse de la société occidentale qui baigne dans un cartésianisme rectifié, de la société africaine marquée par un humanisme assumé qu'il faut sauvegarder après l'avoir refondé, et enfin d'une société asiatique marquée par un regard apaisé sur les liens entre l'homme et la nature. C'est une francophonie de la raison, du cœur, du respect mutuel et du respect de la personne humaine. C'est cette francophonie que la Côte d'Ivoire a voulu vous offrir, que la Côte d'Ivoire s'est efforcée de vous offrir, que la Côte d'Ivoire vous a offerte en Abidjan 2017. Moment clé de cette cérémonie de clôture, le passage du drapeau de la francophonie au Nouveau-Brunswick. C'est cette province canadienne qui sera l'hôte de la prochaine édition en 2021. Nous avons très hâte de vous accueillir. Nous avons surtout hâte de vous faire découvrir notre belle province canadienne et nous avons surtout hâte de la faire connaître à toute la jeunesse du monde entier. En 2021, nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts pour des Jeux inoubliables. Au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le vice-président a dit la joie de la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli l'espace francophone durant une dizaine de jours. Joie d'autant plus grande que ces 8e Jeux sont, ainsi qu'il l'a souligné, un ferment au renforcement des liens d'amitié et de coopération dans le monde francophone. Soyons donc tous fiers de ce grand et beau succès obtenu ensemble, malgré toutes les vicissitudes rencontrées sur le parcours. La Côte d'Ivoire a aussi voulu que ces 8e Jeux renforcent notre haut idéal commun de construire notre unité dans la diversité, mais aussi sur la base du vivre ensemble, sur la base aussi et surtout d'une communauté de langues, la langue française, mais aussi sur la base d'un patrimoine culturel commun. Nous sommes infiniment reconnaissants à la communauté francophone pour la formidable opportunité et le grand honneur qu'elle nous a donné de vivre cette expérience inédite, avec des généreux moments de forte communion fraternelle. Notre vœu le plus cher est que chacune et chacun de vous emporte avec lui un peu de la Côte d'Ivoire. À la clôture de ces Jeux, l'Organisation internationale des régions francophones a décerné un prix honorifique au président Alassane Ouattara pour ses actions de promotion de la francophonie sous la forme d'un trophée remis au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ma Viviane Aïmé, il y a eu de l'ambiance dans le village principal de la francophonie à l'INGS à Marcory, où athlètes, encadreurs et visiteurs ont fait la fête. Le constat de notre reporter Eugène Atoubé. Tout est bien qui finit bien. L'INGS à Marcory, coloré, plein d'effervescence et vibrant au rythme de la fin des 8e Jeux de la francophonie. Apothéose d'un événement qui aura réuni 10 jours durant toutes les jeunesses des pays du monde ayant partage la langue française et membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Quand l'hymne national de Côte d'Ivoire, pays organisateur des 8e Jeux de la francophonie, retentit pour s'achever allègrement, celui du Canada est aussitôt entonné. C'est le temps consacré à la communion et au partage. Cette exécution des hymnes de la Côte d'Ivoire
et du Canada laisse entrevoir le passage de flambeau entre les deux pays. Le Canada, en effet, va abriter les prochains Jeux de la francophonie, les 9e du genre, dans la ville du Nouveau-Brunswick en 2021. Les lampions des 8e Jeux de la francophonie se sont éteints dans une ambiance de fête. Francine Landry, ministre de la francophonie du Nouveau-Brunswick, a été faite reine des prochains Jeux de la francophonie par le ministre en charge des Jeux en Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mombé. Elle a également reçu le drapeau officiel des Jeux qui consacre l'acceptation du Canada Nouveau-Brunswick à accueillir dans 4 ans toute la grande famille francophone du monde. Cette famille, dans toute sa diversité, dit ce soir « Bye bye Abidjan », avec le regard désormais tourné vers le Canada pour des Jeux encore plus fraternels et le souvenir d'Abidjan qui marquera à jamais l'histoire des Jeux de la francophonie. Eugène Atoubé, les 8e Jeux de la francophonie se sont achevés hier. Le Maroc a remporté le tournoi de football de ces Jeux de la francophonie en battant la Côte d'Ivoire. 7-6 au tir au but. Au temps réglementaire, le score était de 1 but partout. Samuel Meij. Au bout du suspense, le Maroc remporte la finale des 8e Jeux de la francophonie. Au coup d'envoi, les Lions de l'Atlas réalisent une meilleure entame avec l'ouverture du score signée Sofiane Keane, prodige marocain. Et la pause intervient sur ce score. La Côte d'Ivoire finit par égaliser juste après l'heure de jeu, sur une action initiée par Akeloba. Un but partout, le score n'évoluera plus jusqu'au terme de la partie. C'est finalement au tir au but que tout se joue. Au bout d'une séance interminable, le Maroc plus chanceux l'emporte par 7 tirs à 6. Les éléphantos se consolent avec la médaille d'argent. L'équipe de la RTDH, la radio-télédiffuseur haute de la RTI, a été félicitée par celle de la France pour la bonne couverture des 8e Jeux de la francophonie. Ça y est, Ochona. Au nombre des défis que la radio-télévision ivoirienne RTI, en sa qualité de radio-télédiffuseur haute, devait relever et figurer en bonne place la couverture médiatique. Un challenge réussi au cours de ces 8e Jeux de la francophonie. Le journaliste Patrick Montel, à la tête de l'équipe du RTDH France, a salué la qualité du travail abattu par les agents du média des services publics. On a réussi à créer une équipe, une vraie équipe. J'ai été particulièrement fier de travailler avec vous. Et notamment, tous les derniers résumés, c'est vous qui les avez faits. Et rien que ça, déjà, ça donne un sens à l'échange qu'on avait déjà eu au mois de mai et qu'on a réitéré ici à l'occasion des Jeux de la francophonie. Et je pense qu'on a tous appris les uns des autres. Et c'est ça qui est important. Koulibaly Seydou, journaliste et l'un des coordonnateurs éditoriaux du RTDH Côte d'Ivoire, a apprécié cette coopération Nord-Sud dans le traitement des éléments. Ça a été une satisfaction vraiment générale de travailler avec cette équipe-là, des journalistes, vraiment une équipe très très motivée à tous les niveaux. Et c'est une grosse expérience parce que nous aussi nous avons appris beaucoup au contact de cette équipe-là très soudée, à la tête de laquelle il y avait Patrick Montel. On peut le dire net, la RTI a gagné son pari de la couverture médiatique de ces Jeux d'Abidjan qui sont achevés ce dimanche 30 juillet après 10 jours de compétition sportive et culturelle. Elle est tout à fait autre chose à présent. Le président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, après 3 mois passés en France, est rentré hier dimanche en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par les militants de son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Gabriel Zadé. Dimanche 30 juillet à 12h, les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, membres du bureau politique, cadres et élus ont investi le pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et ils sont venus accueillir Henri Konan Bédié, le président du parti. Nous, militants du PDCI, nous ne pouvons pas ne pas être ce jour-là en fête et être à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où il ne doit pas avoir 1 centimètre de vide. C'est pour ça que de toute la Côte d'Ivoire, les gens se sont mobilisés pour venir le recevoir et le soutenir. Le président Bédié rentre. Ce qui nous anime, c'est de maintenir la solidarité, la cohésion et la force de ce parti. Les militants du PDCI RDA ont vraiment la grande joie, l'envie de le revoir rapidement pour continuer l'œuvre de construction de la Côte d'Ivoire.
À son arrivée, Henri Konan Bédié est surpris de voir cette foule de militants venus lui témoigner son soutien. Un soutien que le président du parti ne boude pas. Et il est visiblement heureux de rentrer à Abidjan après un séjour de 3 mois à Paris en France. Laissez-moi exprimer ma joie de retrouver tous les amis, les parents, les militants ici à l'occasion de mon retour. Ils sont venus nombreux et je les en remercie. Le dynamisme de ce dimanche, selon Henri Konan Bédié, le PDCI veut l'insuffler au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RADP, coalition à laquelle appartient le parti. Ce lundi 31 juillet est célébrée la journée internationale de la femme africaine. Cette journée est une occasion pour avoir une pensée pour les pionniers du panafricanisme à Touré. Depuis son adoption le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, le 31 juillet de chaque année est dédié à la célébration de la femme africaine. Selon Mariatou Kone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, la Journée internationale de la femme africaine est l'occasion d'avoir une pensée pour les pionnières du panafricanisme. La Journée internationale de la femme africaine est devenue le symbole de la contribution des femmes africaines à la liberté, à l'égalité, à la justice et à l'émancipation de leur continent. Au fil des années, cette journée est devenue un cadre institutionnel de dialogue d'abord entre les femmes du continent elles-mêmes et ensuite entre les femmes et leur gouvernement sur les sujets brûlants qui affectent leur vie ainsi que sur les perspectives d'avenir qui s'offrent à elles. Les actions menées en collaboration avec les organisations féminines africaines, internationales et des institutions spécialisées des Nations Unies ont abouti à l'engagement des États à travers des instruments juridiques. Il s'agit entre autres de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la déclaration solennelle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'égalité entre hommes et femmes en Afrique à Addis Abeba et la décennie 2010-2020 de la femme africaine. Cette journée dédiée à la femme africaine nous offre l'occasion de prendre conscience des acquis, mais aussi des défis à relever pour la promotion de la femme ivoirienne. En effet, malgré toutes les avancées, les femmes de notre pays sont toujours victimes de discrimination liées aux pesanteurs socio-culturelles et aux facteurs économiques. Le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en œuvre une politique d'équité des genres pour lutter contre les inégalités à l'encontre des femmes sur le marché du travail, dans le domaine de l'éducation et celui de la santé. Il a décidé d'opérationnaliser le Conseil national de la femme et d'assurer sa décentralisation pour en faire un outil au service de toutes les femmes en Côte d'Ivoire. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité salue l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de mettre la question des droits de la femme et de la parité entre l'homme et la femme en priorité absolue. Autre information dans cette édition, des agents du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable étaient dans la commune d'Adjamé en collaboration avec 5 autres ministères pour sensibiliser la population sur la réorganisation de l'activité commerciale dans cette commune. Reportage Adrienne Grascando. Un plan d'urgence pour trouver des réponses définitives au désordre causé sur le boulevard Nangui-Abrogwa et à l'insalubrité dans la commune d'Adjamé. Pour relever ce challenge, 5 ministères se mobilisent autour de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Ensemble et de manière concertée, ils comptent résoudre cette problématique, d'où cette visite de terrain ce mercredi. Le boulevard Nangui-Abrogwa constitue pour nous une grande préoccupation. La difficulté pour les opérateurs d'enlever les déchets de façon régulière et de maintenir ce boulevard en état de propreté. L'agression quasi permanente des commerçants, le mauvais état de la voirie, tout cela crée des conditions assez particulières, au point où nous avons décidé d'agir avec tous les ministères concernés. Nous avons décidé aujourd'hui de faire une visite des lieux de façon à en tirer toutes les conséquences. L'idée ici, c'est d'apporter une réponse
définitive et durable à la problématique donc de la fluidité de ce boulevard, aux questions également de sécurité des personnes, mais également à la propreté et à la qualité de nos ouvrages. Les déchets sur la chaussée créent des problèmes à la chaussée. Donc par endroit, on a vu que la chaussée est dégradée parce que les déchets sont sur la chaussée, ces déchets se décomposent et donc ça attaque le bitume. Et donc il faudrait qu'assez rapidement, en concertation avec Madame la ministre de la Salubrité et les autres collègues, nous allons prendre des dispositions pour que certaines voies puissent être dégagées pour permettre à la nature de faire son travail qui est donc de collecter les ordures. L'initiative est saluée par les autorités municipales. Toutes les questions posées ont eu des réponses qui nous donnent satisfaction. Et nous espérons que les travaux vont bientôt commencer pour que nous aussi nous actionnons nos moyens. Pour améliorer la collecte des déchets, des centres de groupage sont en cours de construction dans les communes d'Adjamé, d'Abobo et de Cocody. Il est aussi prévu la mise à disposition de 75 tricycles et plusieurs tracteurs aux différents comités de salubrité. À Bouaké, les agents du ministère du Commerce sont sur le terrain depuis plusieurs jours pour la vérification des instruments de mesure pour des transactions justes. Et cela rentre dans le cadre de la lutte contre la cherté et de la vie. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel de RTI Bouaké. Marché de gros de Bouaké, magasin de vente d'Ignam, tous les instruments de mesure soumis à la vérification. À la boucherie de Bouaké, la balance présentée doit être retirée des transactions commerciales. L'opération s'est poursuivie chez les commerçants détaillants. Dans les restaurants, des hôtels, les appareils de conservation des produits de consommation doivent respecter les températures requises. À 6 degrés, cet appareil électroménager est de bonne qualité. Les bons instruments de mesure porteront les stickers verts et les moins bons, les stickers rouges. Le temps pour les propriétaires de se mettre à jour. Pour les commerçants représentés par la FENACSI, tous les opérateurs économiques seront davantage sensibilisés pour une bonne adhésion à la campagne. Le directeur régional du commerce a indiqué pour sa part que l'opération rentre dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Nous demandons à tous les détenteurs d'instruments de mesure dans les transactions commerciales de les soumettre aux vérifications par les agents de contrôle. Débutée le 10 mai, la campagne de vérification des instruments de mesure prend fin le 10 septembre prochain. Tous les secteurs d'activité commerciale sont concernés par cette opération de vérification des instruments de mesure. Adoptée le 12 juillet dernier, la mesure de plafonnement des prix de 5 produits est rentrée en vigueur pour une durée de 6 mois. Comment les commerçants ont-ils accueilli la mesure qui s'accompagne de sanctions aux contrevenants? La réponse avec Sylvie Touré. Regardez. 2 semaines après l'adoption du décret portant plafonnement des prix et marges de certains produits, l'application des nouveaux prix plafonnés du sucre, du riz, de la tomate concentrée, de l'huile de table et du ciment se fait timidement dans plusieurs commerces du district d'Abidjan. Si certains commerçants reconnaissent être informés de la mesure, comme c'est le cas d'Assamoah Hugues, gérant d'un supermarché dans la commune de Cocody. Nous appliquons sincèrement les prix décidés par le gouvernement. Le sucre morceau, où le gouvernement a décidé de le vendre à 850 francs, nous ici nous le vendons à 825. D'autres par contre semblent l'ignorer. Non, pas du tout. Surtout, ça fait 2 semaines aussi en plus. Je suis au courant de rien du tout. Pas au courant d'abord. Il faut qu'on nous informe d'abord. Là, on sait qu'on va appliquer la loi. Sinon, on n'est pas au courant. Diversement interprétée, la mesure de plafonnement des prix n'est pas sans conséquence chez les commerçants. Pour Farikou Soumaoro, président de la Fédération nationale des associations des commerçants de Côte d'Ivoire, l'application de cette mesure soulève des inquiétudes. Certains opérateurs nous ont parlé de stock qu'ils ont avant la prise de cette décision, c'est-à-dire que de la décision de plafonnement. Ils ont dû importer ces marchandises à un certain coût et ils ont payé certains frais, tant au niveau portier qu'au niveau de la douane et tout. Farikou Soumaoro craint une pénurie de certains denrées avec l'application de cette mesure. Les commerçants ne peuvent pas importer
à un prix fort. Et si à l'international, ce prix est augmenté, qu'est-ce qu'il fait? Il n'importe pas. Quand il n'importe pas, on tombe sous le coup d'une certaine pénurie. Face aux inquiétudes des acteurs du commerce, le Conseil national de lutte contre la vie chère, à travers son premier responsable, Dr Bakone, s'est voulu clair. Ce n'est pas une mesure qui tombe du ciel, c'est un processus. Donc tous ces éléments de stock, de prise en compte de l'existant ont été pris en compte. Aujourd'hui, nous sortir l'argumentaire de stock existant ne tient pas la route, dans la mesure où les prix qui ont été plafonnés tiennent compte de tous ces éléments déjà. Prévue sur une durée de 6 mois, la mesure de plafonnement des prix traduit la détermination du gouvernement à lutter contre la vie chère. Un mot d'éducation, le collège d'Akoboa-Suisse dans le département d'Agny-Bilékrou ouvrira ses portes la rentrée prochaine. La remise des clés de ce collège s'est déroulée le week-end dernier dans le dit village. Kwasi Mamadou. Depuis 2013, le conseil régional d'Indiné-Guablin a fait de l'éducation et de la santé les priorités de son axe de développement. Pascal Kwaku Abina, président élu de cette structure, et son équipe avaient entrepris la construction de plusieurs écoles primaires, des centres de santé et la dotation de tous les chefs-lieux de sous-préfecture en collège. Des collèges de proximité pour réduire le taux de grossesse en milieu scolaire et surtout améliorer les résultats tout en rapprochant les élèves de leurs parents. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le dernier collège sur la liste va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine. Le village d'Akoboa-Suisse dans le département d'Agny-Bilékrou dispose désormais de son collège. Coût de l'investissement, 200 millions de francs CFA, avec la construction d'une dizaine de salles de classe, des salles de travaux pratiques, des bureaux et des aires de jeu. Cette infrastructure a été remise aux populations. Nous avons pensé qu'en tant que responsable de la région, s'occupant de l'investissement des projets, il est de notre devoir, comme le président Abina lui-même il avait initié, la première préoccupation, l'éducation. La deuxième préoccupation, la santé. En plus du collège moderne, le village d'Akoboa-Suisse bénéficie également d'une ambulance médicalisée et du matériel médical, dont du conseil régional d'Indiné-Guablin à des populations toutes heureuses. Nous devons ajouter un plus nous-mêmes également en tant que mutualistes. Donc nous devons nous battre pour qu'en plus de ce que fait le gouvernement, nous devons pouvoir nous organiser pour apporter notre aide aussi à notre population. Pour que le minimum que nous avons acquis, nous puissions le maintenir en état. C'est un bien à préserver et à pérenniser. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos populations afin que ce bien soit préservé et conservé jalousement. Les populations d'Akoboa-Suisse disposent également du matériel d'entretien pour la propriété du village. Le président du conseil régional de l'Indiné-Guablin a rassuré les populations de la poursuite de tous les projets de développement, notamment la construction des centres de santé et l'électrification rurale en faveur des populations. Troisième titre de cette édition, le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier dimanche que 755 diplomates américains devraient quitter chez la Russie conformément à la décision de Moscou de réduire à 455 les effectifs du personnel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et de ses consulats sur le territoire russe. Washington a jugé regrettable la décision de Moscou et réfléchit à la réponse à apporter. Wilfried Hermann-Givet. 755 diplomates américains devront quitter le territoire russe. C'est l'annonce faite ce dimanche par le numéro 1 russe, Vladimir Poutine, après l'adoption de nouvelles sanctions américaines contre Moscou. Sanctions adoptées jeudi dernier par le Sénat américain pour, semble-t-il, punir la Russie pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine. Des sanctions dénoncées par Moscou mais aussi fortement critiquées dans l'Union européenne. Vendredi dernier, le ministère russe des Affaires étrangères lui annonçait que les effectifs du personnel de l'ambassade des États-Unis et de ses consulats sur le territoire russe passeraient à 455. Le maître du Kremlin, lui, va bien au-delà du chiffre annoncé. 755 diplomates américains devront donc plier bagages. Plutôt pessimiste quant à l'avenir des relations américano-russes, Vladimir Poutine a également suspendu l'utilisation par l'ambassade des États-Unis d'une résidence située en périphérie de la capitale russe. Une telle réduction revient à ramener le personnel des représentations diplomatiques américaines au même niveau que celui du personnel des représentations russes aux États-Unis,
Les deux pays avaient pourtant manifesté quelques signes de rapprochement de leurs différentes administrations depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un rapprochement qui, selon Vladimir Poutine, n'est pas prêt de se réaliser. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.